I care about climate justice. Assurer une meilleure protection de l'environnement. Nous sommes face à des défis, des grands changements. Ces défis sont planétaires. Alors, soyons à la hauteur de l'urgence écologique. Don't forget nature. Bienvenue dans Go Solutions Durables. Nous vous emmenons au cœur des sciences de l'environnement avec notre invitée Géraldine Fliguer. Elle dirige l'Institut des sciences et de l'environnement à l'UNIGE et elle va réveiller notre curiosité. On a à la fois des disciplines nouvelles ou en émergence et en même temps des disciplines anciennes qui sont complètement remises à jour. Une nouvelle science d'étude de la nuit est créée à Genève. Son nom, la noctilologie. Mais de quoi s'agit-il ? C'est presque notre devoir d'essayer de penser autrement. Avec un cerveau de quelques millimètres, les abeilles sont-elles plus intelligentes que nous ? Eh bien, nous irons étudier cela au cœur d'une ruche. La reine, elle est au service de la colonie. Les solutions durables sont-elles rentables ? Retour d'expérience avec les Genevois et les Genevoises qui ont eu une bonne idée pour la planète. L'innovation n'est pas la seule clé, mais c'est certainement une clé pour résoudre toutes sortes de problèmes, qu'ils soient environnementaux, technologiques ou autres. Go Solutions Durables, c'est parti. Et nous recevons Géraldine Fliguer, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'Institut des sciences de l'environnement à l'UNIGE. On est ravis de vous accueillir. Ça a été créé qu'en 2009, c'est ça ? Exactement, en 2009. On a fêté les 10 ans l'an passé, il y a 2 ans maintenant. Avec 5 facultés qui sont regroupées ? Oui, 5 facultés, 150 chercheurs qui collaborent venant de ces différentes facultés. C'est très important pour les sciences de l'environnement de faire se croiser des disciplines très très diverses, du droit jusqu'à la climatologie. C'est capital, sinon on ne parvient pas à comprendre les problèmes et envisager de les résoudre. Ça représente combien d'étudiants au total ? Eh bien, au total, c'est à peu près 500 étudiants qu'on forme chaque année dans l'ensemble de nos diplômes. Alors c'est très pluridisciplinaire. À quoi se forment-ils ? Eh bien, ils se forment au métier de l'environnement, mais après, ils peuvent choisir des spécialisations. Ça va de l'aménagement du territoire au domaine de l'énergie, en passant par la biodiversité, le changement climatique, toutes les sciences de l'eau, les politiques de l'eau, qui sont aujourd'hui tout à fait capitales, qui subissent les impacts aussi du changement climatique. Donc voilà, il y a une formation avec un socle de base, mais ensuite des spécialisations sur les grandes thématiques environnementales de notre temps. Vous diriez qu'un bon spécialiste de l'environnement, il est pluridisciplinaire, c'est un bon généraliste aussi ? Oui, c'est indispensable d'avoir ce socle pluridisciplinaire, car on ne peut pas traiter que de la biologie pour résoudre les problèmes liés à la biodiversité. Il faut connaître le droit de l'environnement. Il faut savoir comment les politiques publiques s'élaborent, se négocient. Et comment on change en fait les choses. Tout cela passe aussi par la sociologie, la psychologie. Il faut vraiment un bagage assez large, car sinon on manque la cible. Et justement, on a tendance à rester dans des cadres très enfermés en fait, qui ne permettent pas au final de résoudre ces problèmes. Alors, tous ces thèmes d'environnement préoccupent de plus en plus. Est-ce que parmi ces sciences de l'environnement, il y a des sciences qui sont relativement jeunes ? Oui, alors quelque part, les sciences autour de la biodiversité, dans un sens interdisciplinaire, sont assez récentes. Auparavant, c'était vraiment l'étude des espèces. Aujourd'hui, on s'intéresse vraiment à l'interaction entre l'homme et la biodiversité. On a à la fois des disciplines nouvelles ou en émergence et en même temps des disciplines anciennes qui sont complètement remises à jour. Alors, il y a une discipline qui va peut-être apparaître demain à l'université, ce n'est pas encore le cas. Elle est portée par 2 Genevois, ça s'appelle la noctilologie. Elle est créée à l'occasion de la grande manifestation La Nuit est belle. Alors est-ce qu'elle répond, est-ce qu'elle est alignée avec les objectifs de développement durable ? Eh bien, on va voir cela. En 2019, 152 communes du Grand Genève éteignaient leurs éclairages pour permettre aux habitants de redécouvrir le spectacle du paysage nocturne. Voilà, parce que si tu veux... L'initiative La Nuit est belle a été lancée par 2 Genevois. Ce biologiste et cet ingénieur ont inventé une nouvelle science collaborative, la noctilologie. Elle s'intéresse aux phénomènes astronomiques, biologiques et humains liés à la nuit et à l'impact de nos éclairages.
Les animaux sont gênés à plein niveau. Ça va des questions de changements hormonaux et nous avec, la mélatonine tout à coup qui nous sert à dormir, on dérègle ça, jusqu'à des problèmes d'éblouissement. Même les grands jets de lampadaires, c'est des barrières immatérielles que certains animaux n'arrivent pas à franchir. Et certains oiseaux qui sont en train de migrer et qui ont appris à utiliser les étoiles pour se repérer sont tout à coup privés de leurs repères. Suite à la nuit est belle, plusieurs communes ont décidé d'abaisser leurs éclairages dans certaines zones. La représentation collective de la nuit est en train de changer. La nuit est belle a eu un effet. Si les consciences évoluent à ce point, eh bien, c'est la population qui, à terme, demandera à aller vers un moins de lumière. Et donc, ce n'est plus l'élu qui se dit « Ah, mais si je coupe, la population va peut-être avoir peur, je vais peut-être perdre mon mandat. » Mais si c'est la population qui vient demander l'extinction, le rapport est complètement changé. Avec les enjeux de la crise environnementale que nous vivons, c'est presque notre devoir d'essayer de penser autrement. Je pense qu'on a oublié la nuit, il faut voir ça comme un espace et de créer un vocabulaire, ça sera très utile pour empoigner ce problème de la pollution lumineuse qui, pour une fois, est un problème qu'on arrive à corriger très simplement. Il suffit d'éteindre. Éteindre, oui, mais si l'on doit circuler de nuit? L'application j'allume.fr permet dans quelques agglomérations françaises de rallumer les réverbères des rues durant 15 minutes. Cette solution est surtout utilisée dans des zones rurales et périphériques. Pour ces zones-là, vous avez un allumage et une extinction complète. Par contre, sur des zones qui sont plus urbanisées, on propose d'autres solutions, en association. C'est-à-dire si par exemple vous avez de l'éclairage LED, et si cet éclairage le permet, on peut abaisser la luminosité par exemple à 10% pour toujours avoir un halo de lumière. Mais par contre, on peut quand même utiliser l'application pour remettre à 100% de la puissance lumineuse. Une solution qui permettrait aux collectivités de faire des économies et de retrouver certaines des richesses de la nuit. Elle est repartie dans les nuages, là. Ouais. Alors c'est intéressant, on parlait évidemment de cette ampleur de l'événement. Vous êtes élu d'une commune transfrontalière également. Vous allez participer à cet événement? Oui, on a participé l'an passé, on participera à nouveau cette année. Alors techniquement, ce n'est pas toujours très simple de tout éteindre, mais on va éteindre peut-être une grosse moitié de la commune. Alors quelle commune, rappelez-nous, Saint-Gingolph, donc c'est à la frontière entre le canton du Valais et la Haute-Savoie. Voilà, et je pense que c'est vraiment une très belle initiative qui est à la fois symbolique, mais aussi qui permet très concrètement de faire des évaluations de l'impact sur le halo lumineux, sur la biodiversité en elle-même. Bruno Oberlé vient de nous rejoindre, bonjour. Vous êtes le directeur de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Vous êtes basé pas très loin de Genève, à Gland. C'est ça. Rappelez-nous déjà quelles sont les missions de votre organisation. L'Union internationale de la conservation de la nature, en effet, c'est les Nations unies de la nature. C'est une organisation fêtière qui a 1500 membres. Entre autres, c'est 100 États qui sont membres de l'IUCN. L'État suisse est membre de l'IUCN, ProNatura, WWF sont membres de l'organisation, ainsi que d'autres organisations plus petites. Alors précédemment, vous avez été à la tête de l'Office fédéral aussi de l'environnement. C'est important que la Suisse s'implique dans cette organisation? Je crois que c'est typiquement suisse d'avoir ici une organisation internationale. Nous sommes observateurs aux Nations Unies. C'est d'avoir ici ce genre d'organisation en Suisse et particulièrement à Genève. Nous faisons partie de la Genève internationale dans ce sens-là. C'est très important pour la Suisse. Est-ce qu'aujourd'hui, on valorise suffisamment ces services rendus par la nature? Vous expliquez tout le rôle, évidemment, que joue la nature. Et les exemples sont nombreux. Est-ce qu'aujourd'hui, on valorise cela suffisamment? Non, évidemment, pas du tout. Ça ne rentre pas dans le PIB, par exemple. Oui, exactement. Ce n'est pas dans le PIB. Il n'y a pas de prix pour la nature. Donc, si je détruis de la nature, je paye beaucoup trop peu. Et par cela, on perd tous ces services écosystémiques. Pour vous donner une ordre de grandeur, les services donnés par la nature à l'humanité sont de la même grandeur, plus ou moins, que le PIB global que nous, on mesure. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, il ne faudrait pas un petit peu revoir ces modèles économiques? On est en train de revenir vers la reconnaissance du rôle que jouent les biens communs, la santé,
la nature, l'air propre. Nous voyons l'administration Biden aux États-Unis, mais aussi au niveau global, une reconnaissance plus grande de la nécessité de protéger, de réinvestir dans ces biens communs. Depuis l'année dernière, vous parliez de la santé, il y a eu un électrochoc, c'est la pandémie liée au Covid-19. Qu'est-ce qu'elle a changé par rapport à la nature? Est-ce que le fait que momentanément, le fait que l'homme fasse un peu une pause dans son rythme de vie a eu un impact bénéfique? C'est complexe. Hein. D'un côté, comme je disais, ça nous a montré très clairement l'importance de ces biens communs. Hein. La deuxième chose, c'est vrai, dans une certaine mesure, le fait que l'homme ralentisse et se laisse des zones libres a été tout de suite utilisé pour la nature, pour revenir et occuper ces zones-là. Au même moment, les États, les organisations ont eu moins de ressources à investir par la nature. Dans les grands parcs en Afrique, par exemple, on a dû licencier des gardes qui protégeaient les zones protégées. Et donc, on a eu une augmentation de la chasse illégale et de ces aspects-là. Investissez dans la nature et vous aurez un dividende en termes de santé, de beauté et de services écosystémiques. Merci beaucoup Bruno Oberlé d'avoir été avec nous dans Go Solutions Durables. Ouais, merci à vous et à tous les spectateurs, évidemment. Alors Géraldine Figard, vous n'allez pas me dire le contraire, la nature est vraiment très astucieuse, il suffit de l'observer pour trouver de bonnes idées, on appelle ça le biomimétisme. De quoi s'agit-il, Priscilla Tchacon? Il y a 500 ans, Léonard de Vinci était le premier à créer des machines volantes en imitant les oiseaux et les chauves-souris. Il y a une vingtaine d'années, cette biologiste américaine a peaufiné le principe. Elle définit le biomimétisme comme une façon de s'inspirer de la nature pour concevoir des innovations durables. Le vivant qui nous entoure a été créé il y a 3,8 milliards d'années, bien avant l'arrivée de l'espèce humaine. Alors autant s'inspirer de ces modèles éprouvés dans leur forme, leurs matériaux ou les écosystèmes. Par exemple, dans le domaine de l'énergie, les ailes recourbées sur les avions de ligne s'inspirent du vol des aigles. Air France annonce une réduction de 4% de sa consommation annuelle de kérosène grâce à cette solution. Les spécialistes de la santé, eux, s'inspirent de l'hémoglobine de vers marin pour améliorer le taux de réussite des greffes. Dans les transports, une start-up s'est intéressée à l'ondulation des poissons pour créer un moteur de bateau sans hélice. Et après, les entreprises peuvent-elles copier l'organisation animale? Certaines observent le regroupement des poissons pour se protéger contre un prédateur. Et en poussant le raisonnement un petit peu plus loin, est-ce que l'on peut s'inspirer des abeilles pour organiser par exemple une entreprise ou une association? C'est ce qu'on a voulu savoir. Reportage au cœur d'une ruche. Donc voilà une veste. Je t'invite Philippe à la mettre. Elles n'aiment pas le foncé ni le noir parce que ça leur rappelle les ours. Elles peuvent trouver toutes les ouvertures. Donc on se ferme bien tout partout. D'abord le toit. Au Berge de Vessy à Genève, chacune de ces ruches compte entre 40 et 50 000 abeilles productrices de miel. Voilà, donc on annonce qu'on est là. Il y a une couleur jaune au fond, c'est quoi? Le jaune, c'est du pollen. Leur mère génétique, c'est la reine et elle seule. La reine et elle C'est toute sa seule. famille, Voilà. en quelque sorte. Chacune vit environ 3 semaines, la reine entre 4 et 5 ans. Ah, voilà la reine, magnifique. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, on se dit la reine c'est la chef, c'est elle qui décide, pas du tout. La reine, elle est au service de la colonie. Alors c'est l'individu au service de la colonie et la notion d'individu qui n'existe pas finalement. C'est tous ensemble que l'équilibre est respecté et que les tâches sont réparties et que les choses se passent bien. En comparaison du cerveau humain qui a des dizaines de milliards de neurones, une abeille, c'est moins d'1 million de neurones, c'est 960 000 neurones. C'est comme un ordinateur où le programme aurait été super compact et avec très peu de matériel, on a des logiciels très efficaces. Elles vont chercher de la nourriture à des kilomètres parfois, elles ramènent la nourriture sans se perdre. Elles transmettent également la distance et la direction à laquelle elles ont trouvé une nourriture. Et ces autres abeilles vont comprendre ce langage, la danse des abeilles, elles vont comprendre ça et elles vont aller dans la bonne direction. On est à coin-train là en quelque sorte. Exactement. Donc les abeilles se préparent à partir ou reviennent après avoir butiné. Et puis on peut peut-être en voir certaines qui restent devant la porte. Ce sont ce qu'on appelle les gardiennes.
Vous avez les butineuses, vous avez les travailleuses, les ouvrières. Vous avez même maintenant des abeilles qui se sont spécialisées dans la lutte contre les frelons asiatiques. Cette accumulation, si vous voulez, de compétences qui peuvent parfois être très, très réduites, qui vont permettre une force collective absolument incroyable. Des fois, tu balayes un peu Voilà, ou ça j'ai balayé, Je mais... peux Doucement non, là, c'est pas utile. Pas la peine. Une organisation dont certaines entreprises essayent de s'inspirer pour améliorer leur communication interne. Voilà, Rien de plus. parfait. Super, tu te débrouilles comme un chef, Philippe. Et Bertrand Van Arx vient de nous rejoindre. Bonjour. Bonjour. Vous travaillez à l'État, direction du territoire. Vous êtes le directeur du service de la biodiversité. C'est intéressant de savoir aujourd'hui où on se situe en matière de préservation de la biodiversité à Genève. Alors, on s'en sort assez bien, mais il y a encore beaucoup de travail. On a la chance à Genève d'avoir depuis 2012 une loi sur la biodiversité qui nous a incité à mettre en place une stratégie biodiversité avec son plan d'action. Ces documents ont été validés l'année passée par le Grand Conseil et le Conseil d'État, donc là on a de la matière pour avancer. Et dans ce document qui regroupe en fait toutes les activités, ou en tout cas les principales activités en matière de protection de la biodiversité du canton, 117 actions, ça fait beaucoup. Il y en a les 2 tiers qui sont en cours et qui avancent bien. Par contre, il faut le dire, et c'est intéressant pour nous, les espèces communes, on ne s'y intéresse pas assez. Et donc celles-là, elles ont tendance à diminuer. Qu'est-ce qu'on appelle les espèces communes? Souvent, c'est des choses assez anodines. C'est un bout de prairie fleurie dans un jardin, c'est une haie avec des espèces indigènes, qui fait qu'on pourrait aussi faire un effort dans ce domaine-là. On le fait, notamment avec le programme Nature en ville. Mais là, il y a encore pas mal de boulot. Alors, vous connaissez avec Géraldine Flieger, puisque l'État travaille avec l'UNIGE, dans quelle mesure est-ce que vous établissez des partenariats? Alors, en fait, on a établi un certain nombre de partenariats sur toutes les grandes thématiques de la biodiversité, de l'énergie, de la ville, du climat. Et donc, avec M. Van Arx, par exemple, l'Institut des sciences de l'environnement est partenaire avec l'EPIA aussi, d'une initiative qui s'appelle GE21 et qui est là pour soutenir la connaissance et la recherche au service des politiques de biodiversité que porte l'État de Genève. Ça, c'est très, très important parce qu'en matière de biodiversité, on a encore vraiment des planètes à découvrir, une méconnaissance à la fois beaucoup sur la cartographie, c'est ça? Exactement, sur la cartographie, sur à la fois l'inventaire, mais aussi les processus qui permettent de mieux comprendre comment cette biodiversité évolue, plus ou moins négativement, et puis ensuite envisager les réponses. On a encore besoin de connaître beaucoup de choses sur nos milieux naturels, notamment ces fameux corridors biologiques. Exactement, et on a la chance d'avoir des institutions dans notre canton. On a cité l'UNI, on a cité l'EPIA, il y a le Jardin botanique, il y a le muséum. On a une cartographie de l'infrastructure écologique. Alors c'est encore un projet en cours, on va dire, donc c'est aussi parfois difficile d'expliquer qu'on a déjà des débuts de résultats, qu'il faudrait s'en inspirer pour les nouveaux projets, mais que les réponses ne sont pas toutes calées. Et donc il faut être un peu prudent malgré tout avec cet outil. Et ce qui est important, c'est de ne pas oublier que c'est l'ensemble du territoire qui est concerné. Ce n'est pas juste les réserves naturelles ou les espèces protégées. Il faut vraiment qu'on travaille sur l'ensemble du territoire. Et le canton de Genève, on ne le sait peut-être pas assez, le canton-ville, il n'y a que 30% ou 35% de la surface qui est urbanisée ou avec des constructions. Tout le reste, c'est soit de l'agriculture, 45% de la surface est agricole, des cours d'eau, de la forêt. Et ça, on l'oublie un petit peu quand on travaille et qu'on est un petit peu en ville et tout ça. Mais notre canton, il respire, il vit, et on le voit bien maintenant avec tous les gens qui sont dehors, à la campagne, etc., qui nous posent parfois des petits problèmes. On voit ce besoin d'aller dans la nature, de découvrir ces choses. Et donc, pour nous, c'est essentiel de les conserver. Et c'est important que la population genevoise s'empare de ces sujets. Exactement. Et là, c'est là où il faut trouver les bons messages. Parce qu'évidemment, nous, on connaît les messages de protection, les espèces menacées, tout ça. Mais d'un autre côté, les nouveaux messages, j'ai envie de dire, c'est par exemple ce qu'on appelle les services écosystémiques. C'est-à-dire qu'on essaie d'expliquer que la nature, la biodiversité, elle fournit des prestations pour la qualité de vie de l'humain, au bénéfice de l'humain. Et donc, par exemple, quand on parle de pollinisation, eh bien, c'est des espèces de la biodiversité qui vont faire cette pollinisation. Ou bien, dans l'agriculture, c'est des espèces, des insectes qui vont aller attaquer des autres insectes qui sont nuisibles à l'agriculture. Et inversement, l'agriculture va avoir des surfaces de promotion de la biodiversité qui vont alimenter cet équilibre. Et c'est là encore qu'on va travailler ensemble sur l'ensemble du territoire. Mais évidemment aussi au niveau de transfrontalier. Merci beaucoup Bertrand Van Arx d'avoir été avec nous. Vous êtes directeur du service de la biodiversité à Genève. Une question qu'on peut se poser, Géraldine Flieger, est-ce qu'une solution durable
peut devenir rentable? Est-ce qu'une bonne idée suffit pour trouver son marché? On a voulu en savoir plus avec ce retour d'expérience sur des solutions durables qui sont nées ici à Genève. L'incubateur Paul s'accompagne d'anciens étudiants des hautes écoles spécialisées pour tester des idées entrepreneuriales. Alors, on a une trentaine de projets en tout chez Pulse. Là, on sort du coworking où c'est les projets qui rentrent chez Pulse, qui ont 6 mois pour développer leur idée et la tester auprès du marché. Et ici, qu'est-ce qu'on prépare? Alors ici, c'est les équipes qui sont plus avancées, qui disposent de 2 semestres supplémentaires. Donc le programme de Pulse, c'est en tout 18 mois. 80% viennent avec des idées propres au développement durable, avec la volonté d'avoir un impact positif sur la planète. Ce qui fait que ça va fonctionner, ça va être des startups qui ont des clients, qui ont un produit à vendre et qui ont réussi à trouver un marché pour se développer. Issu d'un master en innovation, Tim a développé ici avec une équipe une poubelle à recyclage organique qui ralentit la décomposition des déchets. Donc il suffit de quelques coups de pompage pour générer un vide d'air suffisant qui va permettre de ralentir la décomposition des déchets, donc limiter les odeurs, les apparitions de moucherons et le jus qui coule dans la cuisine. Et puis pour insérer des déchets à l'intérieur, c'est très simple, on bascule la poignée, on entend du coup l'air qui revient dans la poubelle et on insère simplement les déchets. 3000 poubelles ont déjà été vendues, notamment grâce à un crowdfunding. D'autres innovations ont pu se développer grâce au prix du développement durable. Parmi elles, les potions d'Adèle, qui proposent des alternatives biologiques et locales aux produits ménagers, ou encore la Manivelle, une bibliothèque d'objets. L'innovation n'est pas la seule clé, mais c'est certainement une clé pour résoudre toutes sortes de problèmes, qu'ils soient environnementaux, technologiques ou autres. On a vu l'exemple, par exemple, effectivement, de la consommation de kérosène, où vous avez effectivement nombre de passagers qui augmente, mais où la consommation de kérosène par passager diminue. Des solutions qui émanent des entreprises elles-mêmes, en termes d'organisation, simplement, voilà, on fait le tri des déchets, ça peut être des solutions où on essaie de résoudre des problèmes énergétiques, ou alors, simplement, ça peut être l'État qui va coordonner une activité de ces entreprises. On va dire, ben voilà, maintenant les entreprises sont obligées, par exemple, de compenser les places de parking ou autre. L'État et les entreprises seront de plus en plus confrontés à ces questions, avec une population plus sensible au développement durable. Nour Zoumofen nous a rejoint, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de projets en efficience énergétique chez SIG et vous nous parlez de cette solution durable que les Genevois et les Genevoises connaissent, Impact SIG, ça marche bien, hein? Ah oui, ça marche plutôt très bien. La plateforme existe depuis un peu plus de 3 ans maintenant. Et on a eu la chance de voir 34 projets en ligne depuis le lancement, avec 30 projets réussis. Donc un magnifique taux de réussite. Ça s'adresse à tout le monde. Rappelez-nous le principe. Oui, alors le principe, c'est vraiment une plateforme de financement participatif qui vise à mettre en relation les porteurs de projets qui ont un impact sur l'efficience énergétique genevoise positif avec les citoyens genevois et genevoises. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir contribuer à un projet plus ou moins modestement et participer à sa réalisation. Ce qui est incroyable, c'est qu'à chaque fois, il y a un objectif financier, et puis je regarde chacun des projets, vous dépassez les 100%. Ça veut dire qu'il y a plus de donateurs que ce que vous en espérez à l'origine? Alors, il y a tout un travail de préparation. C'est vrai que le financement participatif fonctionne généralement par palier. Donc, il y a un palier minimum pour que la campagne réussisse. Et donc, quand on atteint les 100%, c'est le palier minimum qui permet au projet de se réaliser. Et pour aller plus loin, on va généralement chercher un petit peu plus pour donner plus d'ampleur encore au projet. Ça, c'est encourageant, Géraldine Figard, de voir que les citoyens se creusent les méninges, ont des idées, puis après portent des projets qui peuvent parfois aller à un modèle industriel. Hein. Tout à fait, c'est encourageant. Il faut vraiment que l'innovation sur le plan environnemental, elle puisse fonctionner ainsi sur une base décentralisée, mais où on donne la chance à chaque citoyen, chaque acteur économique ou chaque acteur public de pouvoir prendre sa part s'il a une idée et de pouvoir la développer. C'est en cela où cette plateforme est extrêmement intéressante. Ensuite, il y a aussi une responsabilité un peu plus collective, je dirais, qui est plutôt dans les mains de la puissance publique ou de grands acteurs privés pour arriver peut-être à aller chercher les meilleures de ces idées ou les plus impactantes
et ensuite changer d'échelle, aller vers de la généralisation, vers de la diffusion de ces idées au-delà du canton de Genève, au-delà du stade de l'expérimentation. Et là, il y a un vrai défi sur le couplage entre l'innovation, la recherche en elle-même, mais aussi les politiques publiques. Et ça, c'est important, mais néanmoins, il faut vraiment toujours donner la chance aux innovations, qu'elles puissent être portées par des citoyens ou des entreprises. Il y a un événement important dans l'agenda cette année, c'est la COP26. Vous allez y être associée, Géraldine Flieger? Oui, tout à fait, puisque je suis partie prenante de la délégation suisse dans le cadre de ces négociations, où je participe notamment au dialogue entre la science au plan international et les parties, les États à la négociation. Ça va être une COP extrêmement importante parce que il n'y en a pas eu l'an passé. Les négociations ne prennent pas forcément de retard, mais il y a éminemment besoin de faire un point d'étape important avant. Des meilleurs engagements des États. Oui, on a vu que le retour de Joe Biden dans la course avec les États-Unis derrière, évidemment, va permettre peut-être un nouvel élan dans les engagements des États. Et le grand point de rendez-vous, c'est 2023, mais ça se prépare dès maintenant. En fait, en 2023, on devra évaluer très clairement si les États, tous leurs efforts additionnés permettent effectivement d'atteindre les objectifs. Et on doit préparer cette étape dès à présent. Ça va être une COP tout à fait décisive pour cela. Merci Zomophène d'avoir été avec nous dans Go Solutions Durables. Géraldine Flieger, vous parliez de la COP des Nations Unies. Eh bien justement, nous irons aux Nations Unies à Genève le mois prochain pour cette émission du mois de juin qui sera exceptionnelle, un événement avec un plateau d'invités impressionnant pour vous donner le meilleur évidemment de l'avancement de ces solutions durables. On se retrouve donc le mois prochain en juin sur les Monts Bleus.